Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et le sens, se dit précisément en plusieurs sens. Il y a le sens au sens de signification, de direction, et puis il y a le sens aussi au sens des cinq sens, c'est-à-dire généralement ce qu'on appelle le ressenti. C'est plutôt d'ailleurs dans cette dernière acception que nous allons nous situer aujourd'hui avec notre invitée, Nathalie Ohana. Bonjour Nathalie Ohana. Bonjour Antoine. Alors, vous êtes romancière, vous venez de publier aux éditions Frison Roche un livre intitulé Réveiller ma mère, et vous êtes aussi en contact avec de très nombreux groupes en Israël à qui vous proposez des cercles de parole, des ateliers d'écriture, des cours d'improvisation théâtrale. Bref, vous êtes au cœur des énergies, finalement, des préoccupations des Israéliens. Vous vous intéressez de près à ce que vous appelez l'intelligence émotionnelle. Que dire aujourd'hui de cette intelligence émotionnelle des Israéliens dans la période que nous vivons, Nathalie Ohana? Disons que Israël a toujours été pour moi le pays de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que c'est un pays où on exprime beaucoup plus ses émotions qu'ailleurs. C'était d'ailleurs ce qui m'avait frappé quand j'avais fait mon alia et ce qui m'avait aussi attiré dans le pays. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus besoin de cette intelligence émotionnelle-là, c'est-à-dire qu'on en a besoin plus que jamais dans la mesure où collectivement on a compris que le tout intellect était arrivé à une forme d'impasse. C'est-à-dire que pas seulement en raison du 7 octobre, mais quand même, c'est-à-dire que on peut pas être vraiment dans le contrôle, dans la logique. On ne peut pas avoir une explication rigoureuse de ce qui se passe. Voilà, on est désormais dans un ailleurs qui est un ailleurs collectif et dans lequel l'énergie, comme vous l'avez dit, a une grande place. Alors, vous dites que la période est propice, on l'a aussi pas mal dit sur cette chaîne, à la révélation. Les choses apparaissent, les choses se révèlent. Qu'est-ce qui se révèle selon vous chez les Israéliens et de façon générale dans la période que nous vivons aujourd'hui? Alors déjà, comme vous le savez, Antoine, les choses se révèlent souvent dans l'épreuve. C'est-à-dire que l'épreuve, la difficulté, le fait d'arriver à un endroit où c'est difficile, nous pousse quelque part à une forme de vérité. Alors ça, c'est pas propre à Israël, c'est pas propre au 7 octobre, ça fait partie de, voilà, dans l'espèce humaine, ça s'est toujours passé. On dit que des hommes qui sont confrontés à l'épreuve, c'est à ce moment-là qu'ils révèlent leur vérité. Le bien comme le moins bien, tout se dévoile. Et c'est vrai que en Israël, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dévoilement, de révélation. Alors moi, je travaille dans le développement personnel. Donc moi, j'accompagne les gens, les particuliers, les entreprises à libérer leurs paroles, à justement être authentiques, à faire tomber les masques et à accepter cette vérité-là. Donc c'est vrai que j'ai un prisme peut-être un peu différent des autres. Je dirais que dans un premier temps, je ressens en Israël plus que toujours, plus que jamais, une forme d'urgence. Et l'urgence est aussi un facteur qui accélère ce dévoilement-là. Alors, le dévoilement, quel est-il Dans mon cas et dans ce que moi j'ai pu observer, j'ai l'impression qu'on n'a plus trop le temps, on n'a plus de temps à perdre. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire dans la vie, ce qui est important, nous apparaît encore plus clairement que d'habitude. Donc, je vous donne des exemples concrets. Il y a des gens qui étaient à la tête d'entreprises importantes. Il s'est passé le 7 octobre. Tout d'un coup, ils ont peut-être mis de côté ce qui les occupait pour faire ce qui leur semblait vital de faire, pour être dans peut-être le don, pour être dans une assistance. Et c'est en ça que je trouve que c'est un vrai dévoilement, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qui se sont vraiment dévoilées. Par exemple, j'ai rencontré Chaim, qui a fait partie de ces personnes qui, le 7 octobre, il habitait dans un kibbutz à côté de la fête Nova. Il était Shomer Shabbat. Il a entendu, comme tout le monde, la sirène retentir à 6h30.
il n'a pas réfléchi, il a pris sa voiture, il a roulé, il était dans le kibboutz de Patish, il a roulé 10 minutes, il a vu des gens sur la route, il les a pris et il a fait 6 fois, 7 fois l'aller-retour en prenant 5, 6 personnes et en revenant. Et pas une seule fois, il s'est posé la question de est-ce que c'est dangereux, est-ce que je dois penser à moi ou à ma famille en priorité, voilà. Et donc quand je lui ai posé la question, mais t'avais pas peur, et il comprenait pas la question parce que c'est quelque chose qui l'a appelé. Et c'est en ça que je dis que l'intelligence est arrivée à sa limite, c'est que là on est dans quelque chose de beaucoup plus instinctif. On est dans quelque chose de presque primaire, en fait. Hmm. Alors, peut-être pour aller un peu plus précisément dans cette sensation d'urgence, c'est une urgence pour le pays, c'est une urgence historique parce qu'il y a un moment particulier qui nécessite un don de soi. Comment ça se Oui. manifeste chez les gens? Alors, en fait, j'ai l'impression que, alors Israël pour moi a toujours été un pays qui est confronté à quelque chose d'un peu existentiel. C'est-à-dire que même avant le 7 octobre, les attentats n'ont pas commencé avec le 7 octobre. Donc, on est un pays en guerre de manière chronique. Et donc, c'est un pays qui a toujours été confronté à des enjeux de vie ou de mort. Mais depuis le 7 octobre, en plus de cette visée comme ça existentielle, j'ai l'impression qu'il y a une conscience collective que c'est maintenant que ça se passe. Et dans c'est maintenant que ça se passe, j'ai le sentiment que il y a une espèce d'heure de vérité. C'est-à-dire que le 7 octobre est arrivé après beaucoup d'agitation au niveau social, beaucoup de manifestations, beaucoup de divisions dans le peuple. Et dans l'après 7 octobre, je ressens que collectivement, nous sommes appelés, collectivement et individuellement, nous sommes appelés à dépasser nos petites individualités. Je dirais même nos égos. Il faut que cette période que nous traversons, avec le nombre de morts que nous avons eus, avec les traumatismes collectifs que nous avons vécus, il faut qu'à chacun de nous, ça coûte. Et quand je dis ça coûte, c'est-à-dire que je dois, moi, tout le monde, collectivement, je dois renoncer à ma petite, voilà, à mon individualisme, je dois renoncer à mon petit moi au profit du collectif. Et que si je n'arrive pas à ce dépassement-là, alors je crois que je vais passer à côté de cet appel. Vous parlez d'une occasion de réarticuler en fait les dimensions individuelles et collectives. Comment ça se traduit concrètement? C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un abandon de soi complet, c'est-à-dire c'est une réalisation. Cet abandon est aussi une réalisation des individus dans un collectif. Oui, en fait, moi, ça fait 9 ans que je suis en Israël et j'ai eu le sentiment les dernières années que on avait perdu le sens du collectif. C'est-à-dire que il y avait quand même quelque chose de très individualiste en Israël, de presque consumériste, matérialiste, très capitalistique. Et pour moi, j'ai vu la période actuelle comme un moyen de, comme vous dites, de réarticuler ça, de presque réparer cet écart qui a été fait. Je crois qu'on a dérivé collectivement et qu'on a un petit peu perdu le sens de pourquoi on était ensemble. Et donc ce dévoilement, cette idée de se mettre un petit peu plus au service du tout, elle sert aussi l'individu. C'est-à-dire que une réalisation pleine et entière de soi, ça articule toujours deux variantes. Il y a la variante personnelle, c'est-à-dire que ça doit adresser un talent qu'a l'individu, une mission qu'il s'est fixée, un domaine dans lequel il excelle, mais ça doit servir au collectif. Je dirais qu'une réalisation personnelle qui ne sert pas le collectif échoue, tout simplement. Vous avez fait votre alia il y a une dizaine d'années, vous l'avez dit. En quelque sorte,
quand on fait son alia, il y a ce sentiment qui se produit, c'est-à-dire qu'on arrive, on est un individu et on doit trouver le moyen de se brancher, de se mettre en rapport avec la collectivité des citoyens. Et ce 7 octobre, peut-être ça correspondait aussi à quelque chose qui ressemblait à ça, une réinitialisation de l'individu par rapport au collectif, une sorte de seconde alia. Oui, voilà. Collective, En c'est-à-dire. fait, si vous voulez, c'est ça. C'est comme si quand nous faisons notre alia, nous sommes finalement les Olim, les immigrés, nous sommes les seuls à opérer cette réinitialisation, comme vous dites. Et c'est encore plus difficile de le faire quand le collectif ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen où quand le jeune immigré arrive de France et est confronté à sa vulnérabilité, parce que concrètement, pour moi, l'ALIA, c'est vraiment une mise à nu. C'est retirer des couches comme ça, accumulées dans un autre pays, dont l'utilité sociale n'a plus de raison d'être, puisque c'est une manière de se calibrer, de se définir dans un pays et d'avoir à se redéfinir dans un autre pays, mais en passant justement par le fait de traverser. Eh bien, la deuxième alia, effectivement, pour moi, a eu lieu le 7 octobre et elle est encore plus forte parce que cette réinitialisation-là se passe au moment où le pays lui-même doit faire le même mouvement. Donc, si vous voulez, c'est comme si ce que nous avions entrepris individuellement chacun dans notre coin a été renforcé d'un coup par le collectif. Et c'est en ça que je disais qu'il y a un dévoilement, c'est-à-dire que tout ce qui était latent, tout le travail qui a été fait individuellement peut être renforcé par le collectif. Alors tout ce que vous dites, ça semble correspondre un peu à la pensée du Rav Kook, hein, sur tout d'un coup cette dimension nationale qui émerge et qui s'associe à une dimension spirituelle. Chacun est un peu déboussolé, ébranlé, pourtant il y a quand même une cohésion et aussi l'idée d'une direction qu'il faut prendre. Comment expliquer cet apparent paradoxe, c'est-à-dire d'ébranlement, de mise en question et malgré tout l'impression qu'il y a une direction qui s'impose à tout le monde? Je crois que justement ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est impossible de trouver une nouvelle direction quand le chemin est trop tracé. Vous connaissez cette phrase de Rabbi Nachman qui dit il faut se perdre justement pour pouvoir trouver son chemin. Donc, je crois que nous avons eu besoin et que nous avons besoin de cet intervalle. Alors, je vais pas dire de vide parce que c'est pas vraiment vide, mais c'est rempli avec autre chose. Donc, je vais dire ce flottement. Je pense que le flottement actuel a été, et d'ailleurs le flottement qui a précédé le 7 octobre, est nécessaire pour pouvoir justement opérer cette redéfinition de la direction. Et vous avez dit que voilà, collectivement on a été confrontés. Je trouve que c'est ce qui est beau en fait en ce moment en Israël, c'est le fait que les égos sont en train de fondre, que chacun et collectivement nous avons été confrontés à nos failles. Nous avons été mis devant notre vulnérabilité. Et moi, en tant que Française, j'ai parfois eu l'impression que ma vulnérabilité à moi n'était pas partagée par l'Israélien lambda. Et tout d'un coup, ma vulnérabilité résonne avec la vulnérabilité de tout le monde. Et donc, c'est en ça qu'il y a peut-être un sursaut possible. Je ne pense pas qu'avec trop de certitude et trop de croyances, que nous puissions trouver le bon chemin. Je ne pense pas. En quoi ce choc du 7 octobre a modifié l'image que les Israéliens se font de leur pays, de la raison pour laquelle ils sont là, dans ce pays, rassemblés? On a beaucoup parlé de l'arrogance israélienne. Alors, cette arrogance israélienne, elle est très attachante parce que elle montre une certaine confiance en soi, une confiance en l'avenir. Elle est évidemment communicative, cette idée comme ça de penser bien, de penser juste, à kol letova, comme on dit beaucoup.
Mais cette arrogance, effectivement, elle a nui au pays. Et du coup, effectivement, ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est que il y a certaines croyances qui ont été ébranlées. Alors, c'est difficile à vivre. C'est-à-dire que grandir dans un pays dans lequel on est sûr qu'il n'arrivera rien sur notre sol, construire un pays qui est le refuge des Juifs du monde et voir que c'est sur ce même sol qu'un pogrom est perpétré, c'est difficile. Ça égratigne les croyances et, et ça contraint en fait le narratif à être modifié. Aujourd'hui, le narratif israélien ne peut plus faire l'économie de ce qu'il s'est passé. Le narratif a forcément été modifié par le 7 octobre. Et Alors on justement, a beaucoup parlé. de quel narratif? On a compris que c'était un narratif un peu arrogant au départ, et on est passé à quel genre de narratif alors? Bah justement, en fait, on a beaucoup parlé de la sidération qui a saisi les Israéliens, que moi j'ai pu observer puisque j'ai tout de suite créé des cercles de parole et qu'au début la parole était compliquée puisqu'on était sans voix. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi on était sans voix. On était sans voix parce qu'en fait on n'avait plus de narratif. On n'avait plus d'histoire. Vous savez, Antoine, d'abord l'histoire, c'est très important dans le judaïsme, mais surtout l'histoire, les récits que nous partageons, c'est ce qui soude les hommes. C'est même ce qui les aide à survivre dans des périodes troublées. C'est aussi la question du sens avec laquelle vous avez démarré cet entretien. Sans le sens, on peut pas continuer. C'est ce que d'ailleurs Viktor Frankl nous a appris avec la logothérapie dans les camps de la mort. Ceux qui ont survécu, c'est ceux qui arrivaient à voir au-delà, qui arrivaient justement à se raconter un narratif qui leur permettait de survivre. Et donc, la sidération qu'il y a eu au début, c'était l'idée que le narratif d'avant était caduque. Aujourd'hui, nous sommes encore en train d'élaborer ce nouveau narratif. Alors, il y en a beaucoup des narratifs pour l'instant. Il y a l'idée que si nous avons été frappés de plein fouet, c'est justement une forme comme ça de punition, pour certains de châtiment divin, par rapport à nos divisions. Donc c'est un narratif qui appelle aujourd'hui une unité, justement par respect pour les gens qui sont morts, comme une espèce de sublimation de la douleur par une forme de réparation. Mais ça, c'en est un. Il y a d'autres narratifs qui parlent, par exemple, du sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait qu'Israël passe par là pour comprendre son rôle. Et peut-être que son rôle, c'est pas uniquement un rôle local, intérieur. Peut-être que c'est un rôle par rapport à l'extérieur, par rapport au monde, par rapport à quelque chose de beaucoup plus universel. Donc, vous voyez, finalement, moi, ce que cette période actuelle m'apprend, c'est la question des croyances et du choix. Je crois que plus que jamais, nous décidons, parfois sans s'en rendre compte tellement c'est instinctif, mais nous décidons en quoi nous voulons croire. Nous choisissons nos croyances en fonction de là où nous voulons arriver et de en quoi elles nous servent à y arriver. Alors vos croyances aujourd'hui, Nathalie Ohana, Bah, trois phrases. alors, c'est dur à résumer, mais d'abord, je crois que dans tous les combats, dans toutes les luttes comme ça, un peu symboliques, de la lumière contre l'ombre, du bien contre le mal, si on regarde l'histoire, ça n'a pas été clair tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un processus pour justement arriver à ce dévoilement de où est le bien, où est le mal, où est la lumière, où est l'ombre. Ça n'a jamais été comme ça évident depuis la nuit des temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, face au terrorisme, face au Hamas, dans cette période comme ça très sombre, pas uniquement pour Israël, hein, mais d'un niveau comme ça global, je crois que Israël est aux premières loges de ce combat-là, peut-être trop en avance
pour que le reste du monde puisse le comprendre, puisse l'appréhender. Mais je crois que ça va être le premier dévoilement auquel nous allons assister. C'est-à-dire qu'une de mes croyances est que nous allons sortir victorieux de ce combat, mais que la reconnaissance va arriver beaucoup plus tard. Et comme toujours dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a même nos grands patriarches, nos grands héros, les gens qui ont construit le pays, il a fallu toujours un certain temps pour que les choses soient lisibles. Et ce temps-là, c'est le temps que nous vivons en ce moment et il est inconfortable. Et donc notre travail à nous, en tant qu'Israéliens ou même pour les Juifs de diaspora, c'est d'avoir une forme de patience, de résilience pour cette période-là, qui est la période nécessaire pour que le travail se fasse. Et c'est vrai que c'est une période qui nous demande beaucoup de patience. Et comme vous le savez, Antoine, la patience, la savlanout, n'est pas le fort des Israéliens. Alors, il y a aussi, vous avez dit, il y a la guerre qui est encore en cours, une guerre longue finalement, très longue par rapport aux guerres d'Israël en général, meurtrière aussi pour toute une génération. C'est quand même toute une génération de jeunes Israéliens qui sont mobilisés aujourd'hui, toutes tendances confondues. Et c'est une expérience aussi forte parce que cela crée, on ne peut plus concrètement, une solidarité dans le combat. Est-ce que ça peut changer la donne finalement, aussi cette expérience de la guerre pour cette génération de jeunes Israéliens qui, quand elle reviendra, aura peut-être une autre vision de la société, de la perspective nationale? Encore une fois, tout dépend en ce que l'on veut croire. Et ça fait partie des croyances que moi je nourris au quotidien. Alors déjà, tout à l'heure, on a parlé de la vulnérabilité. J'ai peut-être pas été assez explicite, mais vous voyez, Antoine, quand vous êtes en Israël et que vous parlez avec un très grand PDG d'une entreprise, quelqu'un comme ça qui a une réussite flamboyante, dans un milieu qui est peut-être loin du vôtre, ou peut-être que vous parlez à quelqu'un qui n'a pas les mêmes pratiques religieuses que vous, et que vous voyez que ces mêmes hommes, où qu'ils soient en Israël, quel que soit leur niveau social, qu'ils ont leurs mêmes enfants à la guerre, c'est ça en fait pour moi faire peuple. C'est-à-dire que ça crée, si vous voulez, une espèce d'unité au niveau de l'expérience de cette période historique. Ensuite, cette génération, on l'a beaucoup critiquée, nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit de nos enfants, des jeunes adultes, que c'était une génération qui était beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup dans le paraître, beaucoup dans quelque chose de superficiel, qui passait à côté de l'essence même des choses. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que cette génération est tout simplement une génération incroyable parce que d'abord, elle est confrontée à des enjeux forts, des enjeux auxquels on est confronté à un âge beaucoup plus retardé. Et cette génération, elle est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'espoir parce que nous, la population civile, on a le regard tourné vers eux. Et c'est fou ce qui se passe parce que, si vous voulez, eux ne voient pas forcément ce qui se passe chez nous, mais nous, on est inspirés par ce qui se passe au front. Et voilà, et donc en fait, nos héros, nos tzadikim, comme on dit, ce sont des jeunes. Ce sont des pères de famille qui sont justement dans le fameux don d'eux-mêmes dont on a parlé au début. Quand je vous ai dit que ça coûte à chacun d'entre nous, voilà, en fait, quand ils abandonnent leurs intérêts privés, personnels, au profit de la collectivité, ils sont des sources d'inspiration et donc je veux nourrir cette croyance que à leur retour et à la fin de la guerre, nous saurons nous inspirer d'eux et perpétuer cette unité qui a l'air de se construire sur le front, quel que soit le bord politique ou le niveau de religion. Et ne pas retomber dans les divisions de l'avant-guerre, effectivement, ne pas revenir au point de départ. Il y a un clivage qui est très connu, qui est très fort, entre laïque et religieux. Comment vous voyez cette tension-là à la lumière, si je puis dire, du 7 octobre? Est-ce que ça va l'avoir transformé aussi?
Écoutez, d'abord, avant de parler de ce clivage-là, je voudrais parler du clivage gauche-droite qui a traversé la société israélienne depuis tout le temps. Euh, le fait de cette fameuse réinitialisation dont on a parlé tout à l'heure, ce fameux dévoilement, nous permet aujourd'hui j'espère en tout cas, de sortir d'une forme de pensée binaire. Il- il- pour moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est-à-dire que voilà, ces clivages-là, gauche, droite, religieux, pas religieux, ce ne sont pas ce ne sont pas des clivages qui aujourd'hui perdurent. C'est-à-dire qu'en gros, avec entre les gens de gauche et les gens de droite, on a tous vu que les gens qui ont été massacrés dans les kibbutz, peu importe qu'ils étaient de gauche ou de droite, euh, peu importe en quoi ils croyaient, etc., ils ont été pris comme des Israéliens, pris comme des Juifs. Donc, si vous voulez, à la lueur de ça, j'aimerais, enfin en tout cas voilà, ça fait aussi partie des croyances que je nourris, j'aimerais qu'on parvienne aussi à dépasser ces deux interprétations finalement de qu'est-ce qu'être juif, qu'est-ce qu'être israélien. Pour moi, la vérité n'est ni dans l'une ni dans l'autre. C'est-à-dire que, surtout venant de France, c'est une division que je comprends évidemment, qui vient de loin, qui a été nourrie depuis la création de l'État d'Israël et même avant. Mais encore une fois, la vérité, le rassemblement, la solution, la paix même à l'intérieur d'Israël viendra à partir du moment où chacun de ces deux camps parviendra à dépasser leurs égos, à la fois individuels et à l'intérieur de leur collectif. Et donc c'est en ça que que j'espère en fait que qu'on va cheminer, c'est-à-dire que si chacun reste braqué sur ses propres croyances, on va pas y arriver. C'est en ça que je vous disais que les croyances sont de plus en plus visibles aujourd'hui. C'est que elles se modifient. Elles se modifient peut-être à la marge, mais elles se modifient. On a besoin de tout le monde. Ça, c'est, voilà, on a vraiment besoin de tout le monde en ce moment. Et ça me semble, alors moi, de ma vision comme ça, de française, qui est venue justement en Israël pour être dans une plus grande ouverture, pour être un pont, etc. Ça me semble un peu à côté de l'enjeu que nous vivons. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'unité est aussi l'une des conditions pour le rayonnement extérieur dont vous parliez tout à l'heure, de voir aussi les choses avec le rapport à l'universel. C'est Bah l'unité. oui, on est très regardé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si on a deux combats en même temps qui se passent. On a un combat à l'intérieur du pays, d'unité, de rassemblement, de consensus, et on a un combat extérieur sur plusieurs fronts. Donc c'est pour ça que on sent ce qu'on sent nous en Israël, c'est que le pays est partout et le monde nous regarde à la fois sur le combat extérieur que nous menons, mais aussi sur le combat intérieur. On a vu à quel point la division intérieure nous a discrédités, même dans notre combat avec l'extérieur. On l'a vu, moi je vois les débats qui sont en France, il y a toujours ce moment dans le débat où le pays est discrédité par rapport aux divisions qui le traversent et par rapport aux leaders politiques également. Alors, il y a à l'extérieur encore beaucoup de juifs en diaspora, notamment en France. Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi, vous les voyez assez souvent, parce que vous venez souvent en France aussi, est-ce que là aussi vous avez l'impression qu'il y a un ébranlement qui s'est produit, un peu parallèle, analogue à ce qui s'est passé pour les Juifs et les Israéliens vivant dans le pays? Alors, c'est un ébranlement, mais qui est différent du nôtre. C'est-à-dire que pour eux, je crois que il y a une prise de conscience que il y a une forme d'équilibre fragile en diaspora. Ils ont eu le sentiment que ce qui leur semblait solide ne l'était pas tant que ça. Un sentiment également que
les fantômes de l'antisémitisme, de l'antisionisme étaient encore en train de rôder. Et pour eux aussi, de manière différente, il y a eu un effondrement de certaines croyances. Mais cet ébranlement-là, il ressemble au nôtre, mais il n'est pas exactement pareil. Il se passe à un autre niveau. Et puis, il y a aussi pour certains, ça a été un accélérateur de dévoilement. On parle de beaucoup de personnes qui ont envie de faire l'alliage. J'ai moi-même été pas mal contactée ces derniers moments. De juifs français qui prévoient une alia, par exemple, à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est aussi une forme de dévoilement, de révélation pour eux. Et puis, il y a des Français diaspora, et je les salue, qui veulent se battre. Donc, ça les a renforcés dans une forme de lutte qu'ils veulent mener en diaspora pour faire leur part, comme on dit, c'est-à-dire pour contribuer, pour faire partie de l'histoire juive, mais à distance du pays. Et encore une fois, on a besoin des juifs de diaspora, comme on a besoin que ceux qui sont prêts et mûrs pour l'ALIA viennent. Voilà. Comment on vit en Israël, comment vous vivez l'hostilité des nations, les discours antisionistes, l'accusation de génocide, enfin bon, tout ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça vous fait, Nathalie Johanna, à vous personnellement par exemple? Alors, vous allez sourire, mais pour moi, donc comme je vous l'ai dit, tout ça est lié au narratif, au récit qu'on se raconte. Donc moi, le récit que j'ai décidé de me raconter, c'est que avant une période comme ça de grande clarté, il y a toujours une inversion. On assiste toujours à une inversion des choses. Il y a toujours ces périodes-là, elles sont toujours traversées de paradoxes. Donc moi, cette inversion-là, d'abord, je l'avais déjà vécue dans les années 2000, avec la deuxième intifada. Donc ça a été comme un espèce d'écho, comme une espèce de redite, bien sûr amplifiée, mais il n'y a pas eu de grande découverte, il n'y a pas eu d'épiphanie, c'était des choses qui m'étaient déjà familières. C'est sûr que les vivre depuis Israël, il y a quand même une forme de détachement, on va pas se mentir. On est aussi venu pour ça, pour avoir une forme de confort comme ça, moral, émotionnel. Et puis cette inversion, ce paradoxe, pour moi, c'est un signe qu'on est dans quelque chose comme ça, dans des temps chaotiques, dans lesquels il va falloir naviguer, où il va falloir beaucoup apprendre à s'écouter, apprendre à parfois lâcher un peu l'intellect. Voilà. Après, c'est chacun. Moi, personnellement, je les vis plutôt bien parce que je suis assez détachée. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très contrariées et c'est intéressant. Chacun, dans sa manière d'y réagir, raconte quelque chose de lui par rapport à Ouais. sa manière d'être touché. Et puis c'est bientôt Purim. Le dévoilement et l'inversion sont au programme de cette fête, qui va résonner particulièrement, j'imagine, cette année. Alors, Purim, c'est l'inversion, mais pour moi, Purim, c'est la fête où on va montrer à la collectivité qui on est vraiment. Donc, c'est un déguisement inversé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va se déguiser dans ce qu'on est au fond, dans sa manière authentique. Et voilà, moi, en tant qu'Israélienne, j'estime que mon luxe à moi, et vous allez comprendre la métaphore, c'est de ne presque plus avoir besoin de faire Purim, dans le sens où je ne me déguise plus depuis que je vis en Israël, puisque ma manière à moi d'être, mon authenticité, j'ai le luxe de pouvoir l'afficher en société, en toutes circonstances. Donc voilà, c'est ma manière à moi d'être israélienne, c'est de ne plus faire Purim. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis vous avez commencé en parlant dans cette interview en tant que Française, et puis vous terminez en tant qu'Israélienne. C'est peut-être ça aussi la mutation qui est en cours, c'est-à-dire cette appartenance collective qui se renforce en Israël. Merci en tout cas beaucoup, Nathalie Johanna. Je crois qu'on a perçu beaucoup de choses grâce à votre témoignage. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.